Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, 16 personnes tuées par des frappes israéliennes à Rafah. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu cet après-midi au Palais de la République une délégation de haut niveau conduite par l'ancien Premier ministre britannique et le fondateur de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, M. Tony Blair. Les discussions entre le chef de l'État et son Excellence Ismaël Omar Guelleh et le président l'exécutif de l'Institut Tony Blair ont été étendus sur les voies et moyens de créer un partenariat stratégique que l'Institut Tony Blair pour le changement mondial et notre pays. L'audience entre le président Guelleh et M. Tony Blair servit aussi de cadre d'évocation des partenariats stratégiques susceptibles d'être entérinés entre notre pays et la plateforme logistique multimodale de hub de redistribution des échanges commerciaux entre plusieurs ordres et régions économiques du monde, et le cabinet d'expertise de l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, connu sous le vocable Tony Blair Institute. Il est important de rappeler que l'Institut Tony Blair pour le changement mondial travaille avec les gouvernements des différents pays dans le monde, les organisations internationales ainsi que des grandes sociétés mondiales en matière de diversification économique, de commerce, de la mise en œuvre pour l'exploitation de la nouvelle technologie. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, et ainsi que le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaïs, qui ont pris part à cette audience. Direction l'Algérie, où l'ancien Premier ministre britannique et fondateur de l'Institut Tony Blair a indiqué que sous l'égide du président Ismaël Omar Guelleh, la République du Djibouti a réalisé l'exploit d'être un îlot de stabilité pérenne et une plateforme de développement continu. Écoutons-le. Je suis très content d'ici à Djibouti pour la première fois. J'ai eu une très bonne discussion avec le président et nous avons discuté le progrès que Djibouti a fait pendant les dernières années parce que c'est un îlot de stabilité, si vous voulez. Et j'ai félicité le président sur cette stabilité et sur le progrès du pays, mais aussi nous avons discuté la situation dans la région, dans le monde. Et mon institut travaille avec les gouvernements à travers le monde. Djibouti a les grandes opportunités pour diversifier l'économie. Nous vivons dans une ère où il y a une révolution technologique, il faut prendre avantage de ça, mais aussi il y a les grandes opportunités pour le commerce, pour l'économie, à faire le progrès. Et donc pour nous, Djibouti est un pays avec un grand potentiel. Je suis très content d'être ici pour ma première visite, mais pas pour ma dernière visite. Écoutons à présent le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, lors de l'audience entre le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Tony Blair est ancien Premier ministre du Royaume-Uni que vous connaissez. C'est une personnalité qui a accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine, je dirais, de la gouvernance. Et il a tiré les leçons de cette expérience à la tête donc d'un grand pays comme le Royaume-Uni. Et il est en train, à travers son institut, le Tony Blair Institute, de partager donc ce savoir-faire et cette expérience. Déjà en Afrique, il conseille 20 pays et il a également des partenariats avec des pays en Asie et même en Amérique latine. Je crois que son institut est peut-être très utile pour Djibouti dans la mesure où il a développé une méthode de ce qu'ils appellent comment faire apporter du délivrable quand il s'agit de gouvernance. C'est qu'eux, ils appellent le Delivery Unit. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, des plans de développement, mais la difficulté en général dans nos pays, c'est comment mettre cette vision, ces programmes en œuvre. Je crois que son institut est passé experte dans ce domaine et aujourd'hui, sa visite est très importante pour Djibouti. Le président de Guelleh a accueilli favorablement ce partenariat qui va venir entre le TBI, qui est le Tony Blair Institute, et la République de Djibouti. Et nous nous souhaitons vraiment qu'il revienne plus souvent
pour qu'on puisse travailler à mettre en place ce partenariat qui sera gagnant-gagnant, je l'espère. Et le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidente Sahle-Work Zewde, au peuple éthiopien, à l'occasion de leur fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer notre solidarité et notre fraternité avec la nation sœur de l'Éthiopie, a écrit le président Guélé dans son télégramme de félicitations. Il a souligné son espoir pour le développement continu de l'Éthiopie, mettant en avant l'histoire, la culture et le destin économique commun entre les deux pays. Soyez assurée, Madame la Présidente, que le peuple et le gouvernement de Djibouti fourniront toujours la coopération nécessaire pour renforcer nos relations exceptionnelles qui servent de modèle pour l'ensemble du continent africain, a ajouté le président Guélé, réitérant ses meilleurs vœux à tout le peuple éthiopien, nos frères et amis, a-t-il indiqué le chef de l'État. Un message similaire a également été envoyé au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Et enfin, la République de Djibouti condamne dans les termes les plus forts le massacre odieux commis par les forces d'occupation israéliennes contre des civils sans défense dans des tentes de réfugiés à Rafah, dans la bande de Gaza, qui a fait des dizaines de martyrs et des blessés. Djibouti affirme que cet acte délibéré et atroce constitue un nouveau crime de guerre flagrant et un défi flagrant à la légitimité internationale, y compris la récente décision claire et explicite de la Cour internationale de justice appelant à la cessation des attaques sur Rafah et à la protection du peuple palestinien. Djibouti souligne également que la poursuite de ces crimes odieux nécessite une intervention internationale urgente et dissuasive pour obliger l'État d'Israël à cesser son agression brutale et barbare et à le tenir responsable de ses actes. En même temps, la République de Djibouti réaffirme sa position ferme et inébranlable sur la justice de la cause palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien frère, au premier rang desquels l'établissement de leur État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Je vous emmène cette fois-ci en Afrique du Nord, plus précisément en Algérie, où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a participé aux travaux de la 36e conférence de l'Union interparlementaire arabe à Alger. Il était accompagné de M. Aïd Moussa Yahya, ambassadeur de Djibouti en France et en Algérie, du parlementaire Mohamed Hassan Farah, ainsi que du conseiller aux affaires arabes Ali Hamdan Abdou. En marge des travaux, M. Dileta Mohamed Dileta a réaffirmé l'engagement de la République de Djibouti envers la cause palestinienne. Il a dénoncé fermement les injustices qui caractérisent l'ordre mondial actuel. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti a souligné l'importance de renforcer les mécanismes d'action arabes communs et à la nécessité de promouvoir la solidarité, l'intégration, l'unité, afin de protéger et défendre les intérêts communs essentiels pour faire face aux défis internationaux. La République de Djibouti poursuit, son Excellence réitère son soutien indéfectible au peuple frère palestinien et appelle à la communauté à apporter une réponse urgente et concrète pour mettre fin à l'agression génocidaire à Gaza. Rappelant que la tenue de la 36e conférence à Alger constitue une plateforme pour débattre des stratégies communes visant à relever les défis et à renforcer les liens entre les nations. Ainsi, la 20e résolution adoptée par la conférence appelle tous les parlements et majlis arabes à fournir aide et assistance à l'Assemblée nationale de Djibouti pour mener à bien sa mission. Nous restons toujours à Algérie où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, présent à Alger, dans le cadre des travaux de l'Union interparlementaire arabe, était également porteur d'un message écrit du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, et adressé à son frère, Abdelkrim Techoun, président de la République algérienne, démocratique et populaire. Lors d'un entretien bilatéral avec son homologue, le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne, démocratique et populaire, le président de l'institution parlementaire djiboutienne, lui a transmis les salutations fraternelles du président Ismaël Merguele, rappelant l'excellence des relations bilatérales. Le message portait sur la candidature de notre ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, candidat au poste du président de la Commission africaine lors des élections qui auront lieu février 2025. M. Dileta a rappelé le choix porté par la République du Djibouti en présentant la candidature de son ministre des Affaires étrangères depuis plus de 2 décennies qui présente tous les atouts pour présider la Commission de l'Union africaine.
La partie algérienne a remercié le président pour sa participation aux assises d'Alger en promettant de faire le nécessaire pour que le message parvienne à son illustre destinataire dès demain. Enfin, les deux parties ont abordé les voies et moyens de renforcer et de revitaliser le groupe d'amitié entre les deux assemblées. Il a noté que l'ambassadeur de la République de Djibouti, accrédité auprès de la République sœur d'Algérie, M. Aïd Moussa Yahya, a pris part à cette rencontre. Nous changeons de destination, direction l'Égypte, où les parlementaires djiboutiens, conduits par l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdo, ont pris part aux travaux du Parlement arabe au Caire, en Égypte, alors que le génocide des Palestiniens vient de franchir un nouveau palier de l'horreur avec ses effets apocalyptiques. À Rafah, le Parlement arabe, défenseur indéfectible du peuple frère palestinien, a tenu ses travaux de la 4e session au siège de la Ligue arabe au Caire du 23 au 26 mai. L'institution parlementaire a vivement dénoncé cette nouvelle étape génocidaire et a appelé de nouveau la communauté internationale d'agir de toute urgence pour mettre fin à ce génocide. Le Parlement arabe n'a pas manqué de remercier et de rendre hommage au courage de l'Afrique du Sud et de poursuivre l'État sioniste pour ses crimes barbares. Divers points saillants ont été évoqués lors de ces réunions, notamment en Libye, au Soudan, en Syrie et au Yémen. Rappelons aussi que la délégation parlementaire djiboutienne est composée aussi des députés Abdou Kamil Mohamed, Mahmoud Hassan Farah et Ali Zaid Ahmed El Chadeli. Et en Afrique de l'Est, c'était hier au Kenyatta International Convention Centre de Nairobi, où s'est tenue une cérémonie de signature des accords de dons en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Cette cérémonie marque une étape cruciale dans le projet multinational de financement des risques et des catastrophes climatiques couvrant les Comores, Djibouti, la Somalie, le Sud-Soudan. Le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Mousdawale, représentait la République de Djibouti lors de cet événement. Le projet dont le financement total s'élevait à 32,25 millions de dollars. Cette initiative vise à renforcer la résilience et la capacité de réponse aux chocs climatiques dont le pays ciblait les fonds destinés à améliorer la gestion des risques et des catastrophes climatiques par le biais des programmes tels que le programme africain de financement des risques et de catastrophes et la Facilité africaine d'assurance climatique pour l'adaptation récemment lancée. En effet, ce projet vise à créer un environnement propice à l'adoption d'instruments de financement des risques climatiques dans les pays bénéficiaires. De ce fait, il a pour objectif d'améliorer l'adoption de ces instruments de financement, de renforcer l'adaptation et la résilience des pays ciblés face aux risques climatiques. Les Comores, Djibouti, la Somalie et le Sud-Soudan font face à des sécheresses sévères, des inondations et d'autres événements climatiques extrêmes. Les projections indiquent une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes, exacerbant la difficulté économique et menaçant les moyens de subsistance des populations rurales. Cette initiative de financement des risques climatiques représente une avancée significative pour ces nations, offrant une lueur d'espoir pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles et une amélioration de la résilience face aux chocs climatiques futurs. Retour à Djibouti, où le ministre du Travail, M. Omar Abdi Sirid, a reçu chaleureusement le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Doual Sirid Mahmoud. Eh bien, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de collaboration accrue entre les deux institutions. Le directeur général de l'agence a exprimé sa gratitude envers le ministre du Travail pour le récent recrutement de 7 jeunes en situation de handicap au sein des différents services de son département. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, visant à offrir une seconde chance aux personnes handicapées et à favoriser leur pleine intégration dans la société. Il a exprimé son espoir que ce type de mesures contribuent à échanger et à changer les perceptions et à promouvoir une société plus inclusive et équitable. De son côté, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Sirid, a exprimé sa gratitude envers le directeur général de la NPH, louant également l'initiative du président de la République. Il a souligné l'importance de donner une chance à tous et en particulièrement aux personnes handicapées, souvent marginalisées. La réunion s'est tenue en présence de plusieurs personnalités importantes, dont le secrétaire général du Travail et M. Khadir Kanile, ainsi que les jeunes récemment recrutés et d'autres responsables des institutions. Eh bien, le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Doual Sirid Mahmoud, a tout d'abord remercié pour l'accueil chaleureux qui lui ont été réservés lui et sa délégation. Il a remercié le ministre du Travail pour le recrutement des
Cette jeune personne a besoins spéciaux, louant également l'initiative du président de la République. Il a souligné l'importance de donner une chance à tous, et particulièrement aux personnes handicapées. Le directeur de Halle a rappelé que les deux institutions travaillent étroitement et exhortent à ces jeunes de profiter de cette chance, mais aussi de veiller aux postes qui leur seront confiés. Il a conclu ses propos à la fierté dont ils restent après avoir été recrutés, ces personnes, dans les différents départements du ministère du Travail. De son côté, le ministre a félicité le travail remarquable de l'Agence nationale pour les personnes handicapées et a salué le leadership visionnaire de son directeur général de donner une chance à tous et particulièrement aux personnes handicapées. Écoutons-le. Nous sommes honorés d'accueillir ce matin le groupe de personnes qui seront affectées à partir de cette heure à mon département ministériel suite à l'initiative louable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, où il a été décidé en Conseil des ministres d'intégrer plus de 140 personnes dans la fonction publique. Cet engagement est aujourd'hui une réalité, elle n'est plus un rêve, elle est une réalité, et vous êtes désormais une partie prenante de l'administration djiboutienne. À chacun de vous, je voudrais les souhaiter la bienvenue et leur demander leur disponibilité et saisir l'occasion qui leur est ouverte et déterminer leurs compétences sur le terrain. Je pense que votre capacité va enrichir notre équipe du ministère du Travail et vous contribuerez à notre mission commune qui est de servir la population djiboutienne. Je vous dis encore bienvenue dans ce département ministériel. Direction le nord du pays où la ville d'Obok a été le théâtre d'événements marquants pour la jeunesse locale. La journée a débuté avec l'inauguration du siège du club des jeunes entrepreneurs d'Obok, suivi par le lancement de la formation des permis de conduire pour les jeunes de Hayou au CDC d'Obok. Ces événements ont rassemblé des personnalités de premier plan, parmi lesquelles Dr Hibo Moumin Assoé, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le ministre délégué à la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, le préfet de la région, Moussa Ademiguini, les honorables députés, le vice-président du conseil régional, ainsi que d'autres invités de marque. Leur présence témoigne de l'importance accordée à ces initiatives pour le futur des jeunes de la région, ainsi que de l'importance accordée par les autorités au soutien et au développement des initiatives locales pour la jeunesse. Le nouveau siège du club des jeunes entrepreneurs d'Obok a été inauguré dans une ambiance festive et pleine d'espoir. Ce nouveau siège, équipé et modernisé, servira de plateforme pour encourager l'innovation, la création d'entreprises, l'autonomisation des jeunes entrepreneurs de la région, la promotion des industries culturelles et créatifs de l'économie bleue et de l'agro-business. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné dans son discours l'importance de fournir aux jeunes les ressources et le soutien nécessaires pour réaliser leur ambition et contribuer à la croissance économique locale. Dans la continuité de cette dynamique de soutien à la jeunesse, le lancement officiel de la formation des permis de conduire pour les jeunes de Hayou a eu lieu au CDC d'Obok. Ces programmes visent à offrir aux jeunes les compétences nécessaires pour obtenir leur permis de conduire, facilitant ainsi leur mobilité et leur accès à des opportunités professionnelles. Ces projets s'inscrivent dans une démarche globale de renforcement des capacités des jeunes et d'amélioration de leur employabilité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné l'importance de ces initiatives pour le développement personnel et professionnel des jeunes, tout en saluant les efforts conjoints des autorités locales et du gouvernement pour développer l'emploi de la jeunesse à Hayou. Le ministre délégué à la décentralisation, quant à lui, mis en avant le rôle clé de la décentralisation dans la mise en œuvre des projets concrets et adaptés aux besoins des populations locales. Retour à Djibouti, où l'Institut d'études diplomatiques a abrité
Hier, la conférence sur l'actualité des relations internationales, de la géopolitique et de la géoéconomie au niveau mondial en général et celui de la Corne d'Afrique en particulier, présidée par le directeur du département des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Amar, le directeur de l'Institut d'études diplomatiques, Mohamed Abdelkader, et de Mme Sylvie Tabès, ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti. Ce séminaire avait pour objectif le renforcement des capacités des participants dans le cadre de partenariat entre l'Union européenne et l'Institut des études diplomatiques qui ont élaboré ensemble le projet intitulé « Diplomatie internationale ». Ce séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales va explorer le rôle de la diplomatie multilatérale face aux défis globaux et locaux. Partenariat avec la République de Djibouti. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la première journée de cette conférence. La diplomatie, effectivement, c'est l'art de dialoguer, de négocier et de construire des ponts entre les nations. Dans le contexte actuel, marqué par des défis globaux tels que le changement climatique, ainsi que vous le mentionniez, ambassadeur, l'immigration, le terrorisme et les conflits armés, notre capacité à dialoguer et à collaborer n'a jamais été aussi essentielle. Djibouti, de par sa position géographique stratégique, joue un rôle crucial en tant que carrefour de culture et de routes commerciales. Excellence, ambassadeur Guélé, permettez-moi de partager quelques enseignements des formations que nous avons mises en place. Nous avons eu tout d'abord un séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales, qui a donc exploré le rôle de la diplomatie multilatérale face à des défis globaux. Eh bien, le directeur du département des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, a indiqué qu'en à la géopolitique explore les dynamiques du pouvoir et de l'influence à l'échelle mondiale en analysant les facteurs géographiques, historiques, culturels et économiques qui façonnent les relations internationales. Écoutons-le. La géoéconomie qui examine les relations économiques entre les États et leur impact sur la politique mondiale est devenue un élément essentiel dans la diplomatie moderne. Les flux commerciaux, les investissements transnationaux et les stratégies économiques nationales façonnent désormais les alliances et les rivalités entre les nations. Quant à la géopolitique, elle explore les dynamiques du pouvoir et de l'influence à l'échelle mondiale en analysant les facteurs géographiques, historiques, culturels et économiques qui façonnent les relations internationales. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour anticiper les défis et les opportunités qui se présentent sur la scène mondiale. En tant que directeur des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, je suis pleinement conscient de l'importance de ces deux domaines dans la formulation de la politique étrangère de notre pays. Nous devons être à la fois stratégiques, flexibles dans notre approche pour naviguer dans un paysage géopolitique en constante évolution. Nous devons également reconnaître l'importance croissante des questions transnationales telles que le changement climatique, la cybersécurité et la santé mondiale qui transcendent les frontières nationales et qui exigent une coopération internationale étroite. En conclusion, je suis convaincu que cette conférence sera une occasion précieuse de partage des idées, de discuter des défis et des opportunités à venir et de renforcer notre compréhension collective de la géoéconomie et de la géopolitique. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la salle de conférence du prestigieux hôtel Brest Western Premium a abrité un atelier consacré à la planification stratégique des institutions de contrôle supérieur, organisé par l'initiative de développement. L'IDI, organisé par la Cour des comptes de Djibouti, l'atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative Stratégie, mesure de la performance et rapport. Cette initiative vise à aider et à mieux évaluer, planifier et gérer et rendre compte de leur performance tout au long d'un cycle de gestion stratégique. Le SPMR assiste l'ISB dans évaluer de manière holistique leur performance grâce à la méthodologie. Selon les experts, l'atelier va se tenir du 27 au 31 mai et vise à contribuer au renforcement de la responsabilité, de la transparence et de l'intégrité
Placée sous la houlette de la présidente des cours des comptes, Mme Ismaël Mahmoud, l'atelier vise aussi à renforcer les capacités des participants en matière de planification stratégique. Examiner, relire les projets actuels du plan stratégique de la Cour des comptes en cours d'élaboration. Nourrir des réflexions stratégiques, des éléments de communication aussi, esquisser les projets de mettre en œuvre des membres d'IEC francophones qui ont pris part, à savoir l'Égypte, le Burkina Faso, la Burundi, le Sénégal et Djibouti. De développement de l'Intosai Lydie, qui est la fêtière de l'Intosai qui accompagne les IST africaines dans le cadre de la formation de l'accompagnement en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Alors cet atelier sur la planification stratégique fait suite à plusieurs ateliers qui se sont tenus. Je sais que le dernier atelier a eu lieu à Tunisie, ensuite dans d'autres pays. Et nous sommes là aujourd'hui pour apprendre comment les ISC africaines doivent planifier les activités, justement en élaborant un plan stratégique. Alors pour l'élaboration d'un plan stratégique, il y a plusieurs étapes, dont la plus essentielle est l'évaluation de l'ISC elle-même, suivie ensuite de l'élaboration du plan stratégique. Et l'atelier s'inscrit dans le cadre de notre appui à la gouvernance des ISC. Nous savons que les ISC auditent la gouvernance du secteur public, mais les ISC elles-mêmes doivent être des organisations modèles. Et c'est la raison pour laquelle elles sont invitées à montrer l'exemple dans leur pratique de gestion et de gouvernance. C'est la 3e édition que nous organisons pour ce programme, après l'édition numéro 1 et numéro 2. Et la mise en œuvre de cette initiative en français regroupe 5 ISC du. Eh bien, voici les propos de la présidente des cours des comptes, Mme Ismaël Mahmoud. D'abord, je souhaite la bienvenue à Djibouti à l'ensemble des participants, collègues des ISC sœurs venus de l'Algérie, du Burundi, du Burkina Faso et du Sénégal. Je salue parmi nous la présence de Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes du Faso, pour l'intérêt particulier qu'il porte à ce programme en affirmant par sa présence personnelle. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues Alain Gross et Alain Roger Menviu, responsables de programme de l'IDI, qui sont venus de Norvège, siège de l'IDI, pour nous apporter chez nous en Afrique la substance des programmes de développement conçus par cette organisation qui n'arrête pas de redoubler d'efforts pour le renforcement des capacités des ISC des pays en développement, plus particulièrement celles de l'Afrique francophone. Mesdames et Messieurs, chers collègues, soyez la bienvenue à Djibouti, havre de paix, terre d'accueil et de rencontre. Je profite de cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements et exprime mes sentiments de gratitude envers l'IDI, qui met en place des programmes d'appui pertinents, novateurs, conçus avec professionnalisme à notre endroit. Il faut aussi reconnaître qu'ils sont en parfaite adéquation avec nos besoins et nos environnements de travail respectifs et apportent toujours une valeur ajoutée certaine à nos jeunes ISC de l'Afrique francophone. Il convient également de saluer tout spécialement la volonté affirmée des autorités djiboutiennes qui ont facilité la tenue à Djibouti de cet événement et qui nous accompagnent au jour le jour dans le renforcement des capacités de notre ISC et en faveur de la transparence et de la responsabilité en général. Direction le sud du pays où hier a marqué le début d'un projet ambitieux et crucial avec le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 1 sur le tronçon d'Oubalala-Dikil. Ce projet d'une importance capitale vise à réhabiliter complètement ce tronçon pour améliorer la connectivité régionale et stimuler le développement socio-économique local. Lancé en grande pompe par les autorités de la région d'Ali Sebié et de Dikil, respectivement, à savoir Abdelmalik Mohamed Banoïta et Hassan Abdiroble, et a vu également la présence du directeur général de Djibouti Port Corridor Road, M. Abdi Ibrahim Farah, du directeur général de Salam Africa Bank, Jamal Hirsi Abdi, ainsi que le directeur général de la société Al Nasri, Hassan Ahmed.
La route nationale 1 est un axe vital pour le transport des marchandises et des personnes reliant les ports de Djibouti aux régions intérieures et autres pays voisins. La réhabilitation de ce tronçon revêt une importance particulière car c'est la première fois qu'une banque locale djiboutienne, en l'occurrence la Salam Africa Bank, participe au financement d'un projet aussi important. Cela marque un tournant historique dans le développement économique et financier des Djibouti, démontrant la capacité des institutions locales à soutenir des projets d'infrastructures d'envergure. Les travaux seront exécutés par Al Nasri, une entreprise locale reconnue pour son expertise en construction routière. Ce projet de réhabilitation de cette portion de route d'Oubalala-Dikil démontre l'engagement indéfectible de l'autorité en charge des corridors à renforcer la sécurité et à assurer une circulation fluide conformément aux normes internationales pour les routes corridors. En outre, le projet comprend la construction d'ouvrages hydrauliques pour améliorer la gestion des eaux, garantissant ainsi la durabilité des infrastructures, ainsi que la mise en place de bandes d'arrêt d'urgence pour accroître la sécurité des usagers. Ce lancement marque le début d'un projet prometteur qui transformera la connectivité et redynamisera l'économie de Djibouti. Eh bien, le directeur général de Djibouti Port Corridor Road, M. Abdi Ibrahim Farah, ainsi que le directeur général de la société Al Nasri, Hassan Ahmed, se sont exprimés en ces termes. Écoutons-les. Nous sommes à Doudou Balala pour le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Doudou Balala-Dikil. Cet événement est spécial doublement parce que déjà le financement a été effectué par une banque locale, en l'occurrence Salam Bank. Ces travaux seront réalisés aussi par une entreprise de construction locale. Donc ces travaux vont consister la rénovation complète du tronçon Doudou Balala-Dikil. La RN1 est une artère principale par laquelle transitent tous les jours plus de 2000 camions dans les deux sens. Et j'aimerais bien aussi mentionner la confiance dont la DPCR nous a confiée pour entreprendre ces projets. Et même si, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois dont on travaille ensemble avec le DPCR. Et la durée des travaux est comptée pour 10 ans. Concernant Salam Bank aussi, qui est une banque locale, qui a eu aussi la capacité de financer ces projets. Et en moment écoutons les propos du préfet de la région. C'est une entreprise locale du pays, je veux dire. Et ça va dans le sens de la politique du gouvernement qui essaye de faire en sorte qu'il y ait le transfert des compétences, que les locaux puissent non seulement créer des entreprises, mais également avoir les compétences nécessaires. Donc ce n'est pas une nouveauté, il y a déjà eu un axe de la route nationale qui a été refaite par cette société. Nous nous réjouissons déjà des travaux qui ont été engagés par le responsable qui est juste à ma droite et par la volonté aussi et l'engagement de la DPCR qui a tenu à utiliser ses fonds propres au départ pour permettre à ce que le flux des camions puissent transiter facilement entre Djibouti et l'Éthiopie. Aujourd'hui, nous sommes aux deuxième étape qui est l'axe la plus importante. C'est de Doudou Balala jusqu'à Dikil. Ce qui est nouveau aussi, c'est la banque du pays finance aussi ces projets. Sport, pour clore l'actualité nationale, le président du club d'Arta Solar 7 a organisé un dîner de gala pour son équipe qui a remporté le championnat national de Djibouti. Le dîner qui a eu lieu au restaurant Le Vogue a été l'occasion de féliciter et d'honorer le parcours de cette équipe qui ont fait une saison remarquable. Rappelons que cet événement prestigieux a été l'occasion de célébrer les succès de l'équipe et de reconnaître leur effort et leur contribution exceptionnelle. C'est le champion. Allez, 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 Arta Solar. Allez, 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 Arta Solar.
Solar, warka jooga, waa Arta Solar, c'est le champion. Allez, allez, allez Arta Solar, allez, allez, allez Arta Solar, allez, allez, allez Arta Solar, allez, allez, allez Arta Solar. Tabarku waxaa jooga Wacays Daa'uud, tabarku waxaa jooga Yabasiyaan, fami tooso bootoos Aadam Hussein Ali, warsoo dhala dhola muraado Mudiib Gabriel. Allez, allez, allez Arta Solar, 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 allez. Eh bien, les participants ont pu profiter d'une soirée élégante avec des discours inspirants et les moments de convivialité, renforçant ainsi l'esprit d'équipe et la motivation pour les futurs défis. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. En premier, féliciter les staffs techniques et les staffs médicaux qui ont eu beaucoup de boulot à effectuer cette saison, durant la saison. Et le mérite revient aux joueurs aujourd'hui qui ont tout donné sur le terrain. On est champion. Il faut rappeler qu'on reprend notre titre. L'année dernière, on a fini 3e. Cette année, on finit champion et on a remporté la Coupe de Djibouti. Et on est à une finale encore de Coupe de Djibouti. Donc du coup, il nous reste un match. Et on va se remobiliser. Si on est là, comme il a dit, il y a déjà la base. Et si on est là, si on peut ajouter un plus, on le fera avec toutes nos forces. Donc on n'est pas là contre qui que ce soit. On est là pour faire un travail, pour accompagner nos frères djiboutiens à accéder au haut niveau. Le haut niveau, ça se gagne pas, ça s'apprend et puis ça s'apprend tous les jours dans le quotidien. Et c'est la rigueur, l'intensité et beaucoup de travail. Et là, on va toujours continuer à faire ce travail-là, à donner beaucoup de rigueur. Et voilà, et moi je l'ai toujours dit, vive Djibouti, vive le football djiboutien. Nous célébrons la victoire de l'équipe Arta Solar 7. On avait une saison acharnée, une campagne très longue, durant le mois de juillet jusqu'au mois de mai, fin mai. J'aurais à dire que c'était déjà une année où on a fait des exploits, où on a fait des bonnes choses, où on a gagné des matchs. On a remporté pas mal de matchs internationaux. On est encore finaliste face à l'équipe du Port. On espère la gagner aussi prochainement. C'est pas facile, vous savez déjà que les joueurs le savent. Travailler matin, midi, soir, comme le dit le président, s'entraîner dur pour arriver à son objectif, c'est très difficile. Mais quand même, je le félicite. Félicitations à vous et bravo. Eh bien, ce titre de champion est une motivation supplémentaire pour atteindre des objectifs toujours plus ambitieux et faire briller encore plus le drapeau national. Écoutons le président du club d'Arta Solar 7, M. Tommy Tayoro. C'est un plaisir d'être parmi vous. Encore une fois, félicitations pour la saison que vous avez passée. Et bravo. Je suis très fier de vous. Vraiment. Vous avez pu prouver encore une fois que vous êtes une bonne équipe, que vous êtes surtout les leaders du championnat djiboutien et que vous représentez bien le football djiboutien. Donc, encore une fois pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. J'ai une pensée aussi, quand je vous vois comme ça, en étant champion, en étant reconnu aujourd'hui en tant que club djiboutien dans le monde entier, que ce soit en Afrique, sur le continent africain plus précisément, que ce soit en Europe, que ce soit dans le Moyen-Orient. Je fais un petit clin d'œil
à la victoire qu'on a eue contre Zamalek cette année. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de très bien. Ça prouve que le football djiboutien progresse. Et je tiens à vous remercier pour ça. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de nous, c'est que nous avons des bons joueurs djiboutiens. Qu'à Djibouti, ça joue au football à chaque coin de rue. Que nous avons des talents qui sont là et qui nécessitent et qui méritent à être montrés au niveau du monde entier. Continuez à être comme vous êtes, avoir des joueurs internationaux qui évoluent dans notre équipe, c'est faire dépasser les frontières de Djibouti à notre football. Parce qu'on aura toujours un clin d'œil à notre équipe djiboutienne qui est là et on regardera toujours les internationaux qui évoluent dans d'autres pays que le nôtre. Ça sera toujours un prolongement d'Arta Solar 7. Félicitations à vous. Bon courage pour la saison prochaine. Il y a la Ligue des Champions qui nous attend et on va essayer de faire les choses bien. Et vous pouvez compter sur moi, je suis là. Merci beaucoup. Et dans l'actualité internationale, une série d'intenses bombardements israéliens contre des zones de l'ouest du centre de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont fait au moins 16 Palestiniens tués hier, alors que l'offensive israélienne contre l'enclave palestinienne entame son 235e jour. Des milliers de Palestiniens ont fui les zones occidentales de Rafah suite à l'expansion de l'offensive de l'armée israélienne contre la ville au soir. Parmi les victimes de Rafah, 7 Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes israéliennes, ciblant des tentes de personnes déplacées à Tal al-Sultan, au nord-ouest du centre de Rafah, a indiqué une source médicale. Selon les témoignages, les intenses bombardements israéliens menés durant la nuit d'hier sur l'ouest de Rafah ont rendu tout déplacement impossible pour les personnels médicaux et les patients restés coincés à l'intérieur de la clinique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.